Du changement en 2020 pour la souterraine, car autour de cette table, pour cette soirée, nous allons retrouver 3 candidats. Bonsoir à vous. Les électeurs de la souterraine vont donc se déterminer, alors que jusqu'à présent c'était le classique duel droite-gauche, et bien cette fois-ci, ils auront le choix entre 3 candidats. Je vous présente Étienne Lejeune. Vous êtes le premier adjoint de l'équipe sortante, vous êtes socialiste, premier responsable fédéral du parti en Creuse, et vous portez une liste d'union de la gauche. Brigitte Jameau, vous êtes conseillère d'opposition, vous avez été encartée aux Républicains, vous n'êtes plus adhérente, vous confirmez Absolument. Voilà, mais vous défendez les valeurs tout de même de la droite dans une liste estampillée divers droite. Absolument. Et puis à vos côtés, Bernard Allard, vous n'occupez pas de mandat électif à ce jour, vous êtes retraité, jeune retraité. Vous avez notamment dirigé la Socomex, cette entreprise qui aura ensuite été rachetée, pris de nombreuses appellations, dont celle qu'on a bien connue, qui est GMS. Nous y reviendrons dans ce débat. Mais pour commencer, je voudrais d'abord revenir sur ce terme de citoyen que vous employez dans votre liste, nouvelle dynamique citoyenne. Avec cette question, quel sens vous donnez à ce terme de citoyen ? C'est-à-dire que, si vous voulez, nous, on est parti d'un constat à la souterraine où on a dit les citoyens ne sont pas représentés ou tout du moins ne sont pas écoutés. Donc, nous avons décidé de faire une liste qui représente les citoyens. Donc, le mot citoyen vient de là et on veut avoir le respect du citoyen et se faire entendre en tant que citoyen. C'est-à-dire, ça s'oppose à quoi, citoyen ? Aux politiques, professionnels, aux consommateurs ? Ça s'oppose, si vous voulez, justement, oui, aux politiques. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a, quand on politise les choses, on fait un peu de sectarisme. Et en fait, il y a une coupure entre le politique et le citoyen de base qui, lui, vit sa vie, quoi. Alors aussi, c'est un nouveau moyen de faire de la politique. C'est très Macron-compatible, finalement, comme discours. Ouais, vous soutenez le gouvernement, pour être très clair ? Si vous voulez, alors je suis très clair. Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron au présidentiel. J'ai tracté pour les européennes pour Macron, oui, pour Emmanuel Macron. Voilà. Mais c'est tout, sans plus. C'était simplement pour, si vous voulez, empêcher la montée du Front National. Ce qu'on a fait, puisqu'à cette époque-là, le Parti Socialiste a fait que 7,90%. Donc vous maintenez que vous êtes sans étiquette, Étienne Lejeune, je vous fais réagir, sans étiquette ou 2 candidats de droite en face de vous ? Non, je crois qu'il faut vivre aujourd'hui la politique à visage découvert, et on a à la souterraine ce qu'on a dans plein de villes aujourd'hui, c'est-à-dire un classique duel avec une liste masquée, faussement estampillée, sans étiquette, qui avance. Mais ça, c'est pas très grave. Votre liste, à vous, s'appelle une volonté partagée pour la souterraine. C'est important, ce mot de partage. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Oui, nous avons fait le choix de vraiment partir sur une liste très ouverte et sur une démarche qui était à la fois globale et participative. C'est pour ça qu'on a fait près de 10 réunions, dont la moitié publique, pour construire notre programme avec les citoyens. Et un certain nombre sont venus nous rejoindre sur la liste. C'est pour ça qu'on a une liste qui est largement renouvelée aujourd'hui. Oui, c'est important, le citoyen est au cœur. Donc ici, vous avez Bernard Allard qui met en avant cette citoyenneté. Vous la faites vôtre également ? Je crois que toute personne qui s'implique en politique met en avant la citoyenneté. Du moins, je l'espère. Et le partage ? C'est dans votre liste, parce que je vais faire réagir Brigitte Jameau sur ce mot de partage, justement. Ça vous agace ou ça vous fait réagir, ce mot partage, alors que vous êtes dans l'opposition depuis longtemps et vous avez notamment expliqué, finalement, qu'on faisait peu de cas aujourd'hui à la souterraine de l'opposition, de vous-même ? Écoutez, le partage, effectivement, c'est quand même une des notions de base pour monter une liste. Après, tous les candidats aux élections municipales sont d'abord des citoyens engagés, qui ont le courage de s'engager. Alors effectivement, moi j'ai mis l'accent plutôt sur Osons le changement. Voilà, c'est le titre de votre liste, Osons le changement pour la souterraine. Je crois que la souterraine a besoin d'oser. On a depuis plus de 40 ans la même majorité qui est en place. Il y a toujours des craintes pour s'engager parce qu'on a peur de déplaire au pouvoir en place. Donc je crois qu'il faut vraiment oser, oui, c'est important. C'est important de dire qu'il n'y a pas qu'un seul mode de pensée à la souterraine. Alors, aujourd'hui, vous dites que l'opposition est mal considérée à la souterraine. Je voudrais qu'on revienne là-dessus. Est-ce que c'est le cas ? Vous avez l'impression que vous avez finalement servi à peu de choses en siégeant dans l'opposition ? Alors, si vous voulez, le mode de scrutin à la proportionnelle vous ramène à une représentativité qui est faible au regard du pourcentage que vous pouvez faire. Absolument. Donc déjà, vos modes d'action sont extrêmement limités. Ensuite, ce que j'ai critiqué, c'est le pouvoir très important du bureau municipal, qui fait qu'un certain nombre de décisions sont quasiment prises avant d'être proposées au Conseil. J'ai aussi critiqué effectivement des décisions qui, avant d'être votées, étaient quasiment entérinées, comme celle d'une vitrine récemment à la souterraine qui a été occupée avant même qu'on vote au Conseil. C'est des modalités comme ça. Mais après, de toute façon, avec 6 élus
sur 29, le pouvoir que vous pouvez avoir, c'est un pouvoir de dire ce que vous pensez, de faire des contre-propositions. Et je pense que nous nous sommes appliqués à être une opposition constructive. Étienne Lejeune, vous n'avez pas assez tenu compte de l'avis de l'opposition. Vous avez pris des décisions sans même en référer au conseil municipal. Là-dessus, c'est la manière de fonctionner de l'exécutif. Moi, je crois que lorsque j'ai été président de la communauté de communes, et je remercie Madame Jameau pour son concours, dans un moment un peu difficile politiquement où eh bien, elle m'a aidé à recoller un petit peu les morceaux entre les élus. Donc je pense qu'effectivement, c'est important de travailler ensemble sur certains sujets. Donc la façon dont la municipalité a été menée jusqu'à présent, ce ne sera pas exactement la vôtre, c'est ça que vous êtes en train de dire? Il y a un changement aujourd'hui, il y a un changement d'équipe et qui amènera nécessairement un changement de pratique, forcément. Bernard Allard, quand vous voyez... Mais moi, j'observe, mais je dis, je ne vois pas de gros changements, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a toujours eu une lutte. Quand on voit le fonctionnement de la Comcom entre, bon, là, c'était la gauche et la droite, on voit le résultat, quoi. Hein, on dit qu'il y a eu un accord, on se félicite entre Madame Jameau et Monsieur Lejeune des accords sur la Comcom. En fait, on a abouti... Laissez-moi finir. On a abouti, en fait, pas à une diffusion, mais à une dissolution, il faut le dire. Le mot diffusion, la Comcom n'existe plus. Diffusion, c'est pas dans le dictionnaire, d'ailleurs. Hein. Alors, vous êtes en train de parler de la communauté de communes. Non, écoutez, on peut en parler avant de parler de la municipalité, c'est important. Et c'est vrai que la communauté de communes Monts et Vallées Ouest-Creuse a subi une diffusion, même si vous rejetez ce terme. C'est la première fois que ça se fait au niveau français, donc c'est vraiment une première. 3 Comcom qui avaient fusionné et finalement, on revient à l'état initial. C'est un échec. Étienne Lejeune, vous étiez président de cette Comcom. Oui. Alors après, j'aimerais quand même rappeler d'abord que la dissolution de la Comcom, elle a été décidée par le tribunal administratif de Limoges, parce que l'arrêté de fusion était mal rédigé. Donc c'est pas une situation politique qui a amené à la dissolution de la communauté de communes. En l'occurrence, il y avait une partie des communes qui ne souhaitaient pas cette Comcom à cette échelle-là, en tout cas. Nous avons fait partie des Comcom qui ont été un peu fusionnées de force, comme il y en a beaucoup en France, et des communes ont posé un recours en 2016. La justice leur a donné raison. Moi, mon rôle en tant que président de Comcom, à partir du moment où le tribunal a prononcé la dissolution pour le 1er janvier 2020, ça a été un peu comme un notaire de régler la dissolution, de régler le divorce entre ces 3 collectivités-là. C'est quelque chose, vous l'avez dit, qui est inédit en France, qui ne s'était jamais vu, et sur lesquels je pense qu'il a fallu le concours de tout le monde. Et je remercie vraiment l'intégralité des élus de la Comcom qui se sont mobilisés pour que ça se passe bien. Étienne Lejeune, vous utilisez ce terme de divorce. On sait qu'un divorce, ça coûte cher. Et là, je renvoie la balle à Bernard Allard. Vous avez pointé du doigt justement le coût de cette, à la fois de la fusion puis de la diffusion ensuite. Et je suis déjà très content que M. Lejeune emploie le mot dissolution et pas diffusion. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que ça va coûter cher? Vous êtes exprimé là-dessus, notamment sur des emprunts qui vont être faits au niveau de la trésorerie, qui finalement sont plus importants que ce qui était prévu? Oui, ça va nous coûter cher parce qu'en fait, vous avez eu un emprunt qui était, j'ai vu, de 770 000 euros qui est passé à 1,7 million d'emprunt. Et en fait aussi, ce qui va se passer, c'est que c'est M. Denis qui l'a annoncé aussi dans la montagne, c'était qu'il était très content parce que la souterraine était très budgétivore. Et c'est vrai qu'on a quelques dossiers qui vont être à traiter, qui sont très budgétivores. Alors, on va y revenir ensuite. Je donne la parole à Brigitte Jameau. Voilà. Je vous vois patienter. Sur cette fusion, puis cette diffusion de la Comcom Monts et Vallées Ouest-Creuse. Je ne pourrais pas laisser dire qu'il y a eu un accord entre moi et Étienne Lejeune au niveau de la Comcom. Bon, alors, accord ou désaccord? Il vous explique que finalement, vous l'avez soutenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors je voudrais rappeler quand même que l'échec de la communauté de communes, c'est aussi l'échec de la représentation écrasante de la majorité en place. 13 vice-présidences accordées exclusivement aux socialistes et au Front de gauche qui se sont partagés le pouvoir. Donc effectivement, après, on a essayé de se mettre d'accord pour récupérer une équité dans les postes ou une représentation correcte dans les postes à la commission permanente. Mais si la communauté de communes a échoué, c'est aussi parce que cette communauté de communes a été constituée dans la douleur. Oui. C'est l'échec de la loi NOTRe dans toute sa splendeur et des mariages forcés. Donc certes, il y a eu un recours, jugé 2 ans après, mais il y a aussi eu un échec dans la répartition des rôles. Quand vous êtes marié de force, vous essayez au moins
de donner à chacun sa part. Or là, ça n'a absolument pas été le cas. Alors maintenant, revenons effectivement sur la situation de la communauté de communes. Moi, je ne la connais pas précisément aujourd'hui, puisque la situation de la commune est connue. On a voté le budget, on a adopté, voilà. Mais au niveau de la communauté de communes, ça sera fait après les élections. Ni les orientations budgétaires, ni le budget. Donc, en effet... Mais c'était pas mieux d'attendre justement ces élections pour discuter une fois la diffusion, la diffusion est faite? Pourquoi on l'a fait au niveau de la commune et pas au niveau de la communauté de communes? C'est parce que quand même, il y a des points d'inquiétude. Les points d'inquiétude majeurs, ils sont en effet, par exemple, le fonctionnement du centre aquatique, qui pose aujourd'hui de graves problèmes, qui comporte un déficit d'environ 700 000 €. Donc, compte tenu de la population que vous venez d'afficher tout à l'heure, on peut effectivement s'interroger sur un certain nombre d'investissements qui ont été faits, sur lesquels nous sommes d'accord sur le fond, qui sont des investissements non productifs, comme on dit, et qui vont être à la charge d'une population qui, somme toute, aujourd'hui, est fortement diminuée. Qu'est-ce que vous craignez clairement? C'est qu'aujourd'hui, ce soit les gens de la souterraine, les Saustraliens et Saustraliennes, qui payent pour un équipement qui va servir beaucoup plus largement au-delà du périmètre de la nouvelle Comcom, la nouvelle ancienne? Non, ce que je crains, c'est qu'on se retrouve avec des équipements qui coûtent très cher. On en reparlera sûrement tout à l'heure. Parlons-en tout de suite, allez-y. De quels équipements voilà, vous parlez? Donc, le centre aquatique, on a des difficultés actuellement aussi sur le centre de loisirs, récréatif, le loft. Voilà, donc on a un certain nombre d'inquiétudes sur des fonctionnements qui coûtent cher. Donc en face, il faut qu'on se batte pour rendre la communauté de communes attractive et plus largement, je dirais, le pays Ouest-Creuse attractif. Étienne Lejeune, là c'est votre bilan qui est mis en cause. Le centre aquatique qui coûte trop cher, le loft. Il ne faut pas mélanger tout. Le loft, c'est une entreprise privée. Oui. La piscine, c'est un équipement structurant dont je rappellerai quand même à mes concurrents qu'il a été construit avant la fusion, qu'il a fonctionné à 1 an avant la fusion, que le déficit qui est entre 600 et 650 000 € est le déficit classique des centres aquatiques en France, et que finalement nous l'assumions avant la fusion et nous l'assumerons après la défusion. Bernard Allard, un centre aquatique aujourd'hui, c'est aussi ce que demande une population. C'est un équipement important. Il fallait le faire ou pas le faire? Non, mais je vais vous dire, moi, ce que je pense, j'ai mes enfants qui ont été au centre aquatique, l'ancien. En fait, il y avait par exemple une file d'attente pour faire partie du club de natation, où il y a eu des gens brillants qui sont sortis. Et aujourd'hui, c'est le fonctionnement du centre qui fait qu'il est... Attendez, je finis. Et qui est déficitaire. Aujourd'hui, c'est très itératique, en fait, le club de natation. Il fonctionne, on doit être au 3e maître nageur, parce qu'il y a un système de fonctionnement qui est inadapté. Qu'est-ce que vous proposez pour de que ça revoir, s'améliore? déjà de revoir le fonctionnement. Pour l'instant, on n'a pas pu avoir de chiffres. Quand vous dites 600 à 650 000, on entend 700 000, on entend 800 000. Non, mais on n'a pas de chiffres. Donc si, alors là, c'est faux. Il y a un budget annexe qui est voté chaque année. Alors effectivement, les chiffres de 2019 ne sont pas encore sortis, mais il y a un budget annexe qui est public. On découvre pas les choses, c'est pas on dit. Non, mais moi, je voudrais avoir des chiffres réels. Je ne sais pas, est-ce que Madame Jameau m'a dit 700 000. Elle était au conseil municipal. Donc, si elle avance ces chiffres, vous avancez 650 000. Donc, les chiffres, ils sont connus, monsieur Allard. Vous pouvez aller les consulter, il n'y a pas de problème, il y a un budget annexe. Ils sont connus. Madame Jameau me parle de 700 000, vous parlez de 650 000. On est actuellement sur un prévisionnel pour l'année 2019. Pour ce qui est de 2018, de 2017, les chiffres sont connus. Il y a des budgets annexes, vous pouvez les consulter comme tout citoyen, monsieur Allard. Oui, mais quand on les demande, il faut les avoir. Si vous voulez, on s'est battu. Non, attendez, monsieur Lejeune, si vous attaquez là-dessus, quand on est allé aux réunions en tant que spectateur à la Comcom, il a fallu qu'on s'adresse à la préfecture pour avoir les chiffres. C'est normal? Faux. Non, pas faux. Non, mais attendez, vous méconnaissez complètement le fonctionnement des collectivités, monsieur Allard. Si. Brigitte Jameau, vous avez avancé ce chiffre de 700 000 €, vous le maintenez sur le déficit du centre aquatique? Moi, je n'ai pas les chiffres arrêtés, c'était un ordre de grandeur. Je ne sais pas si ça sera 660, 680 ou 720. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas l'équipement lui-même qui est remis en cause, que nous avons voté, qui est un équipement lourd. C'est les modalités de fonctionnement sur lesquelles nous avons attiré l'attention pendant toute la durée du mandat au niveau de la communauté de communes. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Le fonctionnement est à revoir de A à Z, tant du point de vue du management que du point de vue technique, si tant est que l'on puisse encore faire des modifications techniques. Voilà, c'est tout. On n'a pas le droit de ne pas rendre un service de qualité aux Saustraliens et aux pays saustraliens au sens large, compte tenu du montant de l'investissement, plus de 10 millions d'euros. Il faut avoir un service performant au regard du montant de cet investissement.
Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que justement les personnes qui veulent emmener leurs enfants soient pour faire de la natation en équipe ou en compétition, soient obligées de les emmener à Argenton ou à Guéret? C'est pas normal. Et que le vendredi soir, la piscine soit fermée. C'est le jour où, en fin de compte, les gens peuvent aller, après, j'allais dire, la semaine de travail, à la piscine. Étienne Lejeune, on va conclure sur ce sujet du centre aquatique. Je crois qu'il y a sans doute des choses à revoir dans le fonctionnement. On peut toujours l'améliorer. Moi, je ne peux pas laisser dire que c'est à cause du fonctionnement du centre aquatique que le club de natation n'existe plus. Ce n'est pas vrai. On a travaillé avec eux. Je les ai reçus de nombreuses fois pour essayer de les aider à trouver des maîtres nageurs, y compris en prenant une part à notre charge pour pouvoir relancer ce club. C'est notre volonté. Après, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des projets et de l'avenir. Alors justement, on va s'arrêter sur cette Comcom, pardon, et on va revenir un peu sur la ville de la Souterraine. Je voudrais parler de la baisse démographique, c'est important, vous en parlez tous les trois dans vos programmes. Alors comme ailleurs, la Souterraine doit faire face à une baisse importante. Vous affirmez tous que vous voulez enrayer ce déclin et j'aimerais bien vous entendre sur vos solutions. Je commence par vous, Bernard Allard. Les solutions, si vous voulez, ça va passer premièrement par la fiscalité. Parce qu'en fait, tout le monde fait des projets en disant il faut relancer l'immobilier dans le centre-ville, il faut amener des entreprises. On a le taux de fiscalité le plus élevé des villes de Creuse avec 23,52 de taxes foncières. Et par exemple, si vous le comparez à la Saint-Agnand-de-Versillac qui est dans la Comcom, on est à 13,02. C'est-à-dire que quelqu'un qui paierait aujourd'hui 1 000 € de taxes foncières à la Souterraine en paierait que 554 à Saint-Agnand-de-Versillac. Donc si je vous dis baisse démographique, vous me répondez d'abord problème d'impôt ? Non, je dis que c'est pour recréer de l'activité, il faut aussi rendre la ville attractive et que la fiscalité est un point parce que les gens désertent la ville et vont habiter ailleurs. Et en plus, comme vous avez l'augmentation de l'assiette qui est inéluctable sur le foncier, on va se retrouver avec une divergence ça va s'accentuer. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'on prenne une décision qui est la diminution de ce taux de 23,52. Ça s'adresse à vous, Étienne Lejeune, que vous avez dit que vous souhaitiez maintenir les taux en l'état, mais pas les diminuer. Effectivement, nous n'avons pas touché aux taux communaux depuis 2007. Je n'étais même pas élu à l'époque. Donc ça veut dire que nous faisons partie, et la montagne l'a montré dans un article, des bons élèves en matière d'évolution de la fiscalité sur ces dernières années, qui explose ailleurs. Après, M. Allard découvre que la Souterraine est ville-centre et a des charges de centralité, très bien. Voilà, il y a cette inégalité effectivement entre les territoires. Peut-être qu'à terme, il faudra réfléchir à avoir une imposition intercommunale plus forte et des taux communaux plus bas. Mais ça ne se décrète pas, ça se décide et ça se discute avec les autres collectivités. Brigitte Jameau, votre point de vue sur les impôts et le taux d'imposition à la Souterraine, il faut les baisser, les maintenir en l'état, les augmenter? Alors effectivement, par rapport à la baisse de population que vous évoquez, l'attractivité de la commune est importante et le manque d'attractivité, si on peut dire aujourd'hui, est lié à différents facteurs, dont la fiscalité en effet. J'avais souligné qu'elle était élevée quand je suis arrivée au conseil municipal. Il est vrai qu'on n'a pas augmenté, mais l'augmentation des bases s'est chargée de revaloriser les choses. Ce qui nous a peut-être freiné dans des propositions de baisse, y compris nous dans l'opposition, c'est que dans le même temps, les dotations de l'État sous les différents gouvernements ont diminué. Donc, il faut effectivement aujourd'hui maîtriser le fonctionnement. Il faut être sûr de pouvoir faire des économies de fonctionnement. Je pense qu'on peut en faire des économies sur le fonctionnement. C'est vrai que si on arrive à maîtriser le fonctionnement, à organiser des choses différemment, à organiser des mutualisations. Vous pensez que c'est possible? Vous voulez réduire le budget municipal pour réduire les impôts? Non, je n'ai pas pris cet engagement. Alors sur quoi vous engagez aujourd'hui? Parce que pour prendre cet engagement, il faut être certain de pouvoir diminuer de manière conséquente le fonctionnement. Une fois qu'on est aux commandes, si on arrive à diminuer de manière conséquente le fonctionnement, on peut faire une proposition. Et est-ce que, comme Étienne Lejeune, vous pouvez dire aujourd'hui aux électeurs, vous n'augmenterez pas les impôts? Ah oui, ça c'est clair. La décision de ne pas augmenter les impôts, après, il y aura l'augmentation des bases. Ce que je veux dire sur l'attractivité, c'est que pour moi, l'attractivité du territoire, elle repose sur le cadre de vie, l'urbanisme, la sécurité, la transition écologique et le développement économique. Alors, urbanisme et puis développement économique, quelles sont vos propositions très concrètes? Donc, sur le développement économique, il repose sur, évidemment, la commune et la communauté de communes. Pour moi, tout ça, ça doit marcher en symbiose et pas de manière séparée. C'est-à-dire que le soutien au commerce et à l'artisanat, ça doit aussi marcher de pair avec, pour nous, un monsieur emploi ou un monsieur entreprise qui serait à la communauté de communes, avec un service fortement structuré qui accompagnerait tous les projets de développement des entreprises existantes sur le territoire, qui pourrait aller chercher de nouvelles entreprises et aussi
qui pourrait être à l'écoute de toutes les entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre non satisfaits. Donc, commençons d'abord par étudier les besoins de main-d'œuvre non satisfaits de toutes les entreprises. Ça, c'est une piste. Les besoins de main-d'œuvre non satisfaits. Voilà. On va revenir là-dessus. Je vous coupe. Je vais donner la parole à Étienne Lejeune sur l'emploi, sur l'attractivité. On sait la catastrophe qu'a été GMS, 156 emplois supprimés. Aujourd'hui, LSI, j'imagine que tous autour de cette table, vous vous inquiétez de l'avenir aujourd'hui de ce qui reste de GMS, désormais appelé LSI. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour inverser la tendance? Est-ce que c'est possible? Vous repartez de ce choc de GMS qui effectivement est vraiment très important pour la ville. Si on en est là aujourd'hui au niveau démographique, c'est aussi parce que cette année 2017, nous avons détruit 173 emplois directs sur GMS, 200 emplois en tout si on compte tout ce qui s'est passé à côté dans cette année-là. Et donc forcément, ça se répercute sur la démographie. Ce qu'il faut aujourd'hui, alors un chef de projet, pourquoi pas, mais ce qu'il faut derrière, c'est un véritable plan et une véritable volonté de faire des choses. 1, continuer et amplifier l'aide au commerce qu'on a lancé dans le centre-ville. On a déjà réduit par 2 la vacance commerciale, il faut continuer. 2, l'appui à l'immobilier d'entreprise pour les entreprises industrielles. On accompagne aujourd'hui 2 projets qui devraient créer 50 emplois dans les mois et les années qui viennent. Donc ça, il faut le continuer, c'est notre compétence, on est accompagné, la région nous aide et on continue ce travail. Et enfin, travailler sur une structuration en filière de nos 2 pépites que nous avons sur la souterraine, qui sont 1, le design, 2, l'eau. Ça veut dire qu'on peut faire revenir des entreprises très importantes sur la souterraine ou vous misez plutôt sur des TPE aujourd'hui? Les gens qui disent qu'ils vont réussir à attirer des entreprises avec 100, 200 emplois, moi j'y crois plus, ça fait des années qu'on nous le dit, on ne l'a jamais vu. Ce qu'il faut, c'est compter sur notre propre chance. C'est pour ça que je parle de ces 2 pépites sur lesquelles on va créer de l'emploi, pas beaucoup, mais de l'emploi qualifié qui est intéressant et qui peut permettre de redorer un petit peu l'image de la ville et ensuite accompagner les entreprises qui sont existantes et qui ont des projets de développement. Plutôt que d'aller chercher à gauche ou à droite, autant prendre les entreprises qui existent déjà et les accompagner dans un plan de développement qu'elles peuvent avoir. Faire preuve de réalisme. Est-ce que vous êtes sur la même ligne, Bernard Allard? Aujourd'hui, une grande entreprise, implanter une entreprise avec 100, 200 emplois, c'est pas la peine. Déjà, je vais juste terminer sur la taxe en disant que c'est important parce qu'on peut, pour moi, je vais finir, on peut diminuer la taxe parce que comme c'est un pourcentage, comme vous l'avez, la base qui augmente, en valeur absolue, vous allez augmenter la ressource de la commune. Moi, je dis, il faut plafonner la ressource, c'est-à-dire que je ne vais pas diminuer en valeur le montant qui va être calculé sur la taxe foncière, mais avec l'évolution du taux... Avec l'évolution de la base, donc vous souhaitez faire baisser les taux de la commune. Ça, c'est ce que vous annoncez ce soir. Et je le ferai, parce que je ne mets pas en péril les comptes de la commune. Vous ne pourrez pas le faire. Vous ne savez pas ce que va donner la suppression de la taxe d'habitation et la compensation par l'État. Vous ne savez pas ce qui peut se passer derrière au niveau de la taxe. Non, mais il faut prendre des propositions qui soient réalistes, monsieur Allard. Monsieur Lejeune, s'il vous plaît. Oui, donc, comme vous l'avez dit, la taxe était en 2007 de 23,52. Donc, il faut arrêter cette taxe, il faut la diminuer. On n'est pas compétitif avec ça. Aujourd'hui, même au niveau des retraités qui arrivent à la souterraine, ils ne peuvent plus vivre. Ça va, alors, pourquoi la population a augmenté jusqu'à 2014 ? Laissez-moi finir. Aujourd'hui, vous avez plus de 400 logements vacants à la souterraine. Les gens désertent la souterraine ou vont construire ailleurs parce qu'en fait, même un retraité, s'il a 1 000 € de taxes foncières à donner, ça fait, pour des salaires, ça fait quelquefois entre 50 et 100% de son indemnité. Et je termine là-dessus. Je vais parler de l'industrie. Donc ces idées-là que l'on développe maintenant, c'est bizarre. Pourquoi on ne les a pas développées avant? Le lycée, il existe depuis plus de 30 ans. On découvre qu'on a des pépites à la souterraine. C'est quand même fabuleux. Mais peut-être que les choses qui fonctionnaient autrefois fonctionnent différemment aujourd'hui. Non, mais parce il y a peut-être des évolutions. Parce que c'est des idées que nous avons développées. La notion de chef de projet, on l'a écrite dès le départ. La notion de pépite, moi, on m'a écrit dans un texte que c'est une écriture de quelqu'un de la liste de M. Lejeune où on dit Monsieur Allard, il faut qu'on change les sauges. Le lycée fonctionnait en vase clos. C'est pas un terme que j'ai employé. Donc pourquoi on a considéré que le lycée fonctionnait en vase clos? Alors finalement, c'est pas le terme que vous avez employé. Ce sont des bonnes options que nous propose ce soir Étienne Lejeune. Est-ce que vous êtes d'accord? Je les ai utilisées. J'ai utilisé le lycée en 96. J'ai fait le CES de Las Vegas avec des dessins de jeunes du lycée. Et on est rentré chez Dell, à Austin, vous voyez. Mais on n'avait pas fait de pub à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a des pépites ici. Mais quand je suis revenu à la souterraine, j'étais surpris que rien ne se soit passé. Alors comment faut-il faire? Nos lycéens, déjà, il faut redonner une dimension autre au lycée. C'est-à-dire que le lycée, il n'a pas évolué depuis 70. Les bâtiments dans lesquels sont les lycéens datent de 1970. À Guéret, on a refait les 2 lycées. Le LMB de Felletin a bénéficié de 46 millions. Aujourd'hui, il faut déjà redonner au lycée les moyens de
de travailler pour ces jeunes et aux professeurs aussi. Il faut les écouter. Et ça pourrait créer de l'emploi ? Ça pourrait déjà créer, et il faut faire des forums d'industrie qu'on n'a jamais fait. On fait des journées portes ouvertes. Il faut attirer des industriels, mais pour attirer des industriels, c'est ce que j'ai dit. Il faut un chef de projet qui fédère toutes les structures qui existent, entre le SMIPAC, entre la pépinière d'entreprise, entre la représentation de la région. Il faut fédérer ces gens-là. Et puis que le chef d'entreprise qui vient, ou le lycéen qui veut monter, ou le diplômé du lycée qui veut monter quelque chose, il a un interlocuteur qui l'aide dans son business plan, dans la recherche de ses clients, dans les locaux. Voilà, c'est du concret, quoi. Étienne Lejeune, vous voulez réagir brièvement ? Oui, très brièvement, parce que je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi sur le lycée. Le lycée a largement évolué ces dernières années. Il y a eu des ouvertures de filières nouvelles, le DSA, le dernier des BTS qui manquait. Il y a une équipe, il y a une équipe éducative qui est extrêmement active, qui fait des choses. Il y a des partenariats industriels qui existent aujourd'hui avec des toutes petites entreprises comme Orange ou Ikea. Donc il y a des choses qui se passent, qui sont extrêmement intéressantes. Ils ne sont pas sous-dotés, comme vous l'écrivez dans vos propos. Ils sont largement dotés. Ils ont bénéficié de plus de 360 000 € d'équipement ces dernières années. Il y a un plan de restructuration qui a mis du temps à émerger, qui est en travail entre la région et le département, et ça, c'est pas la commune, qui est en train de voir le jour. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je dis juste qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui se sont intégrés au territoire. Il y en a une dizaine qui ont soit créé leur entreprise, soit qui ont trouvé un emploi ici. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. On veut aller plus loin, mais on ne peut pas insulter le lycée comme ça. Je voudrais donner la parole à Brigitte Jameau sur ce point et sur le lycée. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique du lycée. Effectivement, on n'a pas parlé de start-up, puisque effectivement on a une pépinière d'entreprise, mais ce qu'il faut pouvoir accompagner demain, c'est des start-up. C'est vraiment de la création, même si c'est à petite échelle, à partir du design, à partir d'autres choses. Là-dessus, je pense qu'on peut être d'accord. Je pense qu'il faut travailler sur le numérique. On a la chance d'être à la croisée des chemins, du rail et de la route, mais... Et pour le coup, en termes de transport, vous êtes doté, oui. Voilà, on est doté à condition de se battre sans arrêt, quand même, pour conserver ce que l'on a. Je pense qu'il faut qu'on ait vraiment des outils en matière de numérique qui soient très attractifs et qui soient centralisés en un seul lieu. Aujourd'hui, on a de tout partout. On a un tiers-lieu dans un endroit, on a un Fab Lab, on a la Microfolie, dont on nous dit que demain, ça sera le futur tiers-lieu. Je pense qu'il faut avoir un lieu clairement identifié dans la ville qui soit mis à la disposition de la population ou des populations qu'on souhaite accueillir. Parce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a des gens qui viendront travailler 3 ou 4 jours par semaine à la Souterraine et qu'il reste du temps seront à Paris. Il faut qu'on ait ce lieu clairement identifié. Puis alors, il y a un autre pan de l'activité économique dont on n'a pas parlé et que j'aimerais évoquer, c'est le tourisme. Le tourisme, quand même, en Creuse, créateur d'emplois dans l'industrie hôtelière, les gîtes, les chambres d'hôtes, etc. La restauration. La Souterraine n'était pas forcément la première destination creusoise en matière de tourisme. Vous voulez transformer cela ? Alors quand même, on a des résultats qui sont pas neutres. Et je pense qu'avec la diffusion, on doit travailler à se restructurer. Soit on reste recroquevillé avec nos petits offices de tourisme et on n'ira pas très loin, soit on est capable de travailler à l'échelle Ouest-Creuse en liaison avec l'agence qui va être mise en place au niveau du département, de manière à pouvoir participer à une promotion à grande échelle de ce département et pouvoir avoir les retombées. Mais il faudra qu'on mette les moyens sur le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut une politique touristique de l'Ouest-Creuse, mais on n'y a pas vraiment mis les moyens qui étaient nécessaires. Donc moi, j'aimerais qu'on parle de ce secteur, parce que vraiment, il y a un défi qui nous attend. Des études ont été faites, comme les sports pleine Bernard Allard, Je suis un peu comme Madame Jameau, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit que quand on fait du VTT, on ne va pas s'arrêter aux frontières de la Comcom. Et ça dépassera largement la Comcom. Il y a des gens qui bossent là-dessus, et des gens très bien, qui travaillent au niveau du département. Parce que donc là, pour le coup, c'est pas vraiment la mairie qui peut quelque chose directement, c'est pas la municipalité. C'est pas la mairie, mais il faut qu'ils soient moteurs là-dedans, c'est qu'ils aient la volonté de le faire, quoi. Voilà, Comcom, Étienne Lejeune, le tourisme, c'est une carte à jouer aussi pour la Souterraine ? C'est une carte à jouer, c'est une carte que nous avions identifiée très tôt et sur laquelle nous avons beaucoup travaillé sur la structuration ces dernières années. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la dissolution de la Comcom a conduit à ce que l'outil touristique soit cassé et maintenant il nous faut le reconstruire. Allez, je voudrais vous faire parler maintenant d'écologie. En matière écologique, l'attente est forte chez les citoyens, chez les électeurs. Je voudrais vous entendre sur vos priorités. Là encore, Étienne Lejeune ? C'est effectivement une de nos premières priorités. Nous avons travaillé depuis des années sur ce sujet-là. Nous avons été premier agenda 21 du département, premier territoire à énergie positive pour la croissance verte du département. Il est temps maintenant d'aller plus loin, plus fort. Comment ? Il faut travailler sur les économies d'énergie. On a un gros travail à faire. Nous avons commencé à le faire sur les bâtiments publics. Nous avons commencé à le faire avec l'eau, la réflexion autour de
de la ressource en eau. Donc Il faut moins de aller plus loin. Il faut aller gaspillage, plus loin. Il y a une réflexion à avoir sur un éclairage public qui soit intelligent et optimal au niveau consommation. Nous devons travailler aussi sur la biodiversité, des choses que nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant. Et enfin, nous devons travailler sur la question de l'étalement urbain et de la ville durable. Il faut que nous ayons l'objectif d'avoir 0 friche industrielle ou habitat à l'horizon 2030. Et vous pensez que c'est possible? Il faut s'en donner les moyens. Brigitte Jameau, sur l'écologie, la liste que vient de vous faire Étienne Lejeune, ça vous convainc? Alors, ça ne me convainc pas du tout, parce que territoire à énergie positive, agenda 21, moi je me tourne vers Étienne Lejeune. Qu'est-ce qu'on a réalisé concrètement? On a des beaux concepts, on a des mots, mais moi je vois un parc immobilier, des bâtiments publics qui sont extrêmement consommateurs d'énergie, qui sont d'ailleurs un vrai problème pour la commune. Donc je ne vois pas de vision et de plan d'ensemble sur la transition écologique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc oui, je pense qu'il faut avoir cette vision d'ensemble, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie politique de la ville, de le recentrer la ville. Il faut reconstruire la ville dans la ville, puisqu'aujourd'hui on sait que effectivement l'étalement urbain il va être extrêmement limité avec les plans locaux d'urbanisme. Donc on a tout un tas d'habitats anciens à requalifier. On a énormément d'énergie à produire, que ce soit sur les bâtiments. Voilà. Et ça, vous êtes d'accord avec Étienne Lejeune pour le coup? Oui, bien sûr. Mais que ne l'avons-nous fait avant? Enfin, quand même. Ça fait plusieurs décennies que la majorité socialiste, front de gauche est au pouvoir. Et je veux dire, on nous dit qu'on va faire dans la prochaine mandature. Et est-ce que ça sera votre priorité, par exemple, ou il y aura d'autres priorités avant cette priorité-là? On l'a inscrite au cœur de nos préoccupations avec une vision globale. Pour nous, ça passe par une politique d'urbanisme qui est complètement différente. Je pense qu'on peut créer un écoquartier dans le centre-ville. Je pense qu'aussi la petite unité de vie à caractère innovant pour les personnes âgées que j'appelle de mes voeux depuis 12 ans et que je vois inscrite enfin dans le programme d'Étienne Lejeune, je pense qu'on peut le faire au sein d'un écoquartier en plein centre-ville. Il faut planter les arbres de manière beaucoup plus importante que ça n'a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on a remplacé des arbres qu'on a coupés aujourd'hui. Ce qu'il faut faire demain, c'est avoir vraiment une politique de plantation au pied des immeubles, etc., pour essayer de contrer la surchauffe climatique. Donc, je vais vous faire réagir, Bernard Allard, maintenant sur ce que vient de dire Brigitte Jameau et avant Étienne Lejeune sur leur programme en matière d'écologie. Quel est le vôtre? On a les pieds sur terre et on a fait du concret. Alors, on a déjà regardé, quand on nous parle de tout ça, on a fait 2 bâtiments récents, comme l'a dit Étienne Lejeune, c'est le centre aquatique. On a mis un toit végétalisé. On n'a même pas récupéré l'eau du toit pour arroser le toit végétalisé. D'ailleurs, ça a coûté 20 000 € d'eau parce qu'il y a une fuite d'eau là, en 2018. Mais pas du tout à cet endroit-là, en fait. Enfin, faut arrêter de toujours contredire les faits. Vous êtes d'accord que le toit végétalisé, on aurait pu l'arroser avec l'eau du toit. Vous venez de confondre une fuite d'eau dans le réseau à l'intérieur et la question du toit. Dans l'arrosage. En fait, il ne faut pas... C'est quelque chose de sérieux, monsieur. Mais simplement, pourquoi vous n'avez pas pensé? Vous allez faire une maison de santé. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que, j'ai vu les plans, dans la maison de santé, il n'est pas prévu de récupérateur d'eau et il n'est pas prévu de panneaux solaires pour le chauffage. Alors quand vous dites... Ça fait partie des choses qui peuvent être mises en place, pardon. En ce qui concerne les panneaux solaires, vous savez qu'il y a toute une discussion et toute une polémique sur le fait d'installer ce type de structures sur des bâtiments qui reçoivent des activités de ce type en cas de sécurité. Non, mais vous êtes toujours, si vous voulez, ce qui me choque, moi, dans tous ces débats, c'est qu'un d'un côté, vous voulez faire, et puis quand vous argumentez, vous êtes en train d'argumenter pour pas faire. Mais moi, je suis en train d'expliquer ce que je ferais. D'expliquer qu'on peut pas faire. Je suis en train d'expliquer ce que je ferais. Non, mais pourquoi on n'a pas mis de réserve d'eau? Vous avez parlé d'économie d'eau. Pourquoi sur ces 2 bâtiments qui ont quand même des toits importants, on ne récupère pas les eaux du toit pour arroser les arbres autour? Bernard Allard, qu'est-ce que vous proposez alors en matière d'écologie, au-delà des économies d'eau? Nous, on a développé également les circuits courts, si on peut le mettre dans l'écologie. Absolument. Et voilà. C'est-à-dire que la commune, elle a une réserve foncière agricole qui dépasse les 50 hectares. 11. Combien alors? 11. Ah ben 11, allez, 11 hectares. Bah oui, mais c'est quand même pas la même chose. Non, j'en prends 8. Hein, bon, on verra, mais vous les prêtez à des agriculteurs pour mettre des chevaux. Même avec 8 hectares. Aujourd'hui, ceux qui font on développe, et ça existe en Creuse déjà, des agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui s'installent pour produire des légumes. Et on emploie, par exemple, on a une structure handicapée, AH, service, qui peut faire, si vous voulez, l'épluchage des légumes, et puis arriver justement avec un produit tel qu'il arrive aujourd'hui de la production industrielle. Voilà. Donc on dit, si on utilise des circuits courts, au développement des circuits courts, parce qu'on sert 1600 repas
par jour à la souterraine, entre les cantines des lycées, entre les PAD. Donc il faut aussi faire peut-être pression sur le conseil régional et un peu tout le monde pour mettre en place ce type de production qui créera de l'emploi et qui, je dirais, évitera d'amener des camions de produits. Voilà. Et il y a un deuxième point où il y a un projet à la souterraine dont on parle, c'est une usine de biomasse. Où on a l'accord, apparemment la municipalité a donné son accord. Un projet de biomasse. Pas son accord, lui. Non, mais il a été mis dans la presse, ça a été annoncé dans la presse. Le projet de biomasse. La biomasse, c'est-à-dire qu'on va faire une centrale électrique qui va consommer 22 000 tonnes de bois. Et on fait la même à Bourganeuf, c'est-à-dire qu'on va prélever dans la Creuse 44 000 tonnes de bois par an. Qu'est-ce que vous proposez en matière de production électrique et de chauffage alors pour la souterraine ? Chauffage. Aujourd'hui, on a mis en place des panneaux solaires, par exemple. Vous avez mis un champ de panneaux solaires à côté de la gendarmerie. On n'a pas mis. C'est un projet privé. Oui, mais voilà, on a développé ce type de projet avec une énergie comme ça. Mais il faut faire attention à ne pas mettre en place des énergies type biomasse. Aujourd'hui, l'Ouest creuse est beaucoup plus. On va poser la question directement à Téléjeunes. Vous pouvez le faire d'ailleurs. Alors, ce projet de biomasse, il est sur les rails ou pas du tout ? Je voudrais répondre. Ces projets qui sont cités, ce sont des projets privés. La mairie, elle ne donne pas son accord, elle autorise l'urbanisme en fonction des plans qui ont été faits. Évidemment que nous accueillons avec bon œil toutes ces productions d'énergie alternative. Mais ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ça et ce n'est pas nous qui le portons. Je voudrais revenir quand même sur le maraîchage, parce que non seulement vous commencez par parler de 50 hectares puis de 8, vous voyez bien quand même qu'il y a un écart assez important. Attendez, laissez-moi finir. Et il faudra m'expliquer combien d'emplois vous créez avec 8 hectares. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites de ces légumes une fois qu'ils sont conditionnés par AH-Service ? Ce qui est commode d'ailleurs, parce que c'est une société dans laquelle vous avez 20% des parts. Non mais attendez, alors là, je peux répondre à Monsieur Lejeune ? Bien sûr, allez-y. Et après, on va changer de thème. Alors pourquoi j'ai des parts dans H-Service ? Que je vous explique en 2 mots. Après, on va rentrer dans une polémique particulière. Finalement, après avoir des parts dans une société, c'est pas forcément. Non, mais c'est pas ça. C'est pas forcément un problème. Non, mais si c'est un problème. J'ai pas envie. Non, mais je vous savez pourquoi c'est un problème ? Parce qu'on m'a obligé à les mettre. Parce que quand j'ai. Non, mais attendez, je peux vous montrer les documents. Je voulais que je vous montre les documents de Monsieur Salomon. Non, mais c'est dramatique. On vous a obligé à mettre de l'argent dans une entreprise. Non, mais vous savez pourquoi ? Parce que, non, mais attendez, Monsieur Lejeune, laissez-moi finir. Vous savez, H-Service était une société en liquidation, donc des employés, des handicapés, qui était en liquidation depuis mars 2018. D'accord ? Mars 2019. En juin, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Et vous avez reproché en fait aux élus de ne pas en avoir fait assez, en l'occurrence, Brigitte Jameau ? Non. Sur ce point en particulier. Donc ce qui s'est passé. Vous n'avez pas envie de rentrer dans cette polémique. Non, mais juste. Attendez un instant. Sur les circuits courts, je pense que tout le monde est d'accord. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut travailler la question, bien évidemment. Il y a une volonté de manger bio aujourd'hui, etc. Ce point est à travailler avec la Chambre d'agriculture de la Creuse et d'autres organismes publics agricoles pour voir quelles sont les personnes qui sont prêtes à s'engager pour faire cette production. C'est du maraîchage, c'est une production exigeante. Absolument. Tout le monde n'est pas prêt à se lancer là-dedans. Donc bien sûr, moi je suis pour essayer de favoriser une part plus importante de bio dans les cantines et dans tout ce qui est l'alimentation collective. Non, je vous propose, on va arriver assez rapidement au terme de ce débat et je voudrais vous laisser le temps de conclure. Je voulais aussi que vous me disiez chacun 2 mots sur la sécurité. Ça fait partie de vos thèmes de campagne. Il y a eu des problèmes à la souterraine, des voitures qui ont brûlé, etc. Vous êtes tous au courant. Quelles sont vos propositions aujourd'hui, Étienne Lejeune ? Je crois que sur cette question de sécurité, il est temps de prendre un peu de hauteur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé du temps avec le comité local de surveillance et de prévention de la délinquance, avec les forces de gendarmerie, avec les travailleurs sociaux, avec le procureur, à analyser précisément cette délinquance, savoir si c'était une délinquance générale ou le fait d'un tout petit groupe d'individus. Il s'est avéré qu'on était plutôt sur la deuxième solution. Donc aujourd'hui, et moi je veux rendre hommage quand même au travail des forces de gendarmerie, l'épisode de voitures brûlées, l'épisode de tag, l'épisode de rétroviseur cassé a été résolu par les forces de gendarmerie. Les personnes ont été arrêtées et sont maintenant devant la justice. Donc ça, c'est quelque chose de quand même très très important. Épiphénomène, vous dites ? Nous avons travaillé sur la sécurité de manière globale, avec 3 axes très rapidement. Premier axe, la prévention, parce qu'effectivement, il est très important, avec les acteurs concernés, de pouvoir faire de la prévention auprès des jeunes, notamment sur les questions de consommation de substances, qui sont un problème. Deuxième urgence, qui est quand même très importante aussi, les violences intrafamiliales. Personne n'en parle, il n'y a que nous qui en parlons. C'est un fléau aujourd'hui. Donc nous avons prévu de former le personnel municipal à la détection de ces violences intrafamiliales et de mettre en place un appartement refuge pour les personnes victimes. Troisièmement, la tranquillité publique. Effectivement, tous ces faits
sont très agaçants. Moi, j'ai moi-même été victime de faits de dégradation sur ma voiture. C'est quelque chose de très agaçant pour les citoyens. Il faut les écouter là-dessus. On a prévu de mettre en place une protection vidéo des bâtiments et espaces publics. Ça a été voté au dernier conseil municipal. On le fera, mais à condition d'avoir un travail très précis avec les riverains et l'accord de l'ensemble des riverains sur ces espaces. Brigitte Jameau, vidéosurveillance, ça vous convient ? Alors oui, moi j'ai été claire depuis 2008. J'ai amené là les 2 projets des précédentes mandatures. Je me suis engagée depuis 2008 pour une police municipale, donc je n'ai pas varié, je n'ai pas changé d'avis. La vidéoprotection s'est invitée depuis dans le débat, puisque je pense qu'elle est utile. Bien sûr, je prends. Et je pense que certes, les violences intrafamiliales sont un problème aujourd'hui, auquel il faut s'attaquer, mais pour moi, ce n'est pas le problème majoritaire. Et ceci dit, je pense qu'une police municipale, elle a tout son rôle à jouer dans le rôle de proximité, de médiation et de repérage qu'elle jouera dans ce dossier-là. Et je vais vous couper maintenant. Je vais donner la parole à Bernard Allard sur la police municipale. Vous dites oui, vous dites non. Vous êtes plutôt sur garde champêtre. Oui, police municipale type garde champêtre, justement pour faire du préventif et être à l'écoute des citoyens qui sont souvent des bons observateurs de la vie. Et la vidéosurveillance ? Vidéoprotection, pas vidéosurveillance. Et également, je parlerai de l'étang du Chai, qui était une zone qu'on veut aussi verte, réhabilitée, mais il y a beaucoup d'incivilités autour de l'étang du Chai, des individus qui se regroupent. Et ça sera le rôle du garde champêtre de votre police municipale ? Tout à fait, parce que ça redonnera justement un coin de tranquillité autour de ce lieu qui est quand même été, pour les Australiens, un lieu important pour leurs loisirs et pour aller faire du jogging. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dames qui sont importunées quand elles courent autour de l'étang du Chai par ces personnes. Voilà. Bernard Allard, je vais vous laisser la parole pour une conclusion. Vous avez 45 secondes. Quel type de maire vous voulez être ? Pourquoi il faudrait voter pour vous aujourd'hui ? Pour voter pour moi, parce qu'en fait, nous, je veux être un maire près du citoyen, qui ait le respect des citoyens, et je serai toujours à l'écoute des citoyens, concrètement, pour remonter leurs problèmes et les traiter. Je serai toujours à leur écoute, et quand il y aura des problèmes, je serai toujours là. J'assurerai le rôle de maire, parce que c'est vrai qu'un rôle de maire aussi, il a un rôle de police qui n'a jamais été appliqué à la souterraine dans beaucoup de cas, et on s'en référait toujours à la préfecture. Et ça, il faut qu'il y ait sur la place publique, sur le lieu, quelqu'un qui puisse jouer ce rôle-là. Voilà. Je vous remercie. Brigitte Jameau, pareil, un mot de conclusion ? Alors depuis 2 mandats, j'ai pris avec mes collègues des engagements clairs sur la sécurité, sur la transition écologique, sur l'urbanisation, sur le centre-ville, sur la signalétique, l'entretien du petit patrimoine, etc. On n'a pas varié. Je constate qu'un certain nombre de ces propositions ont été reprises dans les 100 propositions, ce qui me paraît énorme, d'Étienne Lejeune, ce qui veut dire que tout cela que nous avons proposé depuis 2008 n'a pas été réalisé. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux Australiens, c'est qu'effectivement, il faut préférer l'original à la copie. Et ça sera donc votre conclusion, ça sera ma Brigitte conclusion. Jameau. Merci à vous. Vous avez 30 secondes, Étienne Lejeune. Quel type de maire vous souhaiteriez être ? Déjà d'abord un chef d'équipe, puisque moi je ne parlerai pas de moi, je parlerai de nous, puisque nous avons mis en place un véritable espace collaboratif durant cette campagne, d'où émergent effectivement ces 100 propositions, qui sont beaucoup, mais sur lesquelles nous nous engagerons à faire un suivi et à les remettre sur le tapis régulièrement pour que les citoyens puissent voir où nous en sommes de ce programme. Donc effectivement, nous sommes les seuls à avoir un programme qui soit structuré avec plusieurs thématiques, une centaine de propositions bien construites, qui sont l'émergence de réunions publiques durant lesquelles beaucoup de citoyens sont venus participer, et je m'engage justement à les mettre en œuvre sur le mandat. Mais écoutez, merci